qu'elle vous expose le sujet de ce soir. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour les questions. Bon, merci d'être présent aux archives municipales et merci à la Société académique d'architecture de Lyon de m'inviter à présenter des travaux que j'ai réalisés à partir de 2007 au moment de la fermeture du lavoir municipal rue Flessel. Je dis bien du lavoir en rez-de-chaussée. Et suite à cette fermeture de lavoir, comme au-dessus il y avait les bains-douches, j'ai décidé de m'intéresser également aux bains-douches. Et comme je travaille sur l'histoire industrielle, le patrimoine industriel qui englobe aussi les cités ouvrières, souvent on le verra au fur et à mesure de la présentation, lié à des cités ouvrières, il y a des bains-douches qui sont prévus, des bains-douches lavoirs qui sont prévus, intégrés dans les programmes de ces mises en place de logements. D'ailleurs, aujourd'hui, la Société académique d'architecture est dans un ancien bain-douche. Voilà, bon, on le verra. On le verra. Donc voilà pourquoi je me suis intéressée à ce type de bâtiment. Et de fil en aiguille, je me suis demandé combien il y en avait à Lyon, depuis quand ils avaient été là. Et voilà, c'est un peu cette enquête-là que je vais vous présenter ce soir. Donc, plusieurs établissements de bains-douches municipaux ont été repérés dans le cadre de l'inventaire. L'enquête a été poursuivie et comme je vous disais, ces bâtiments, ils sont un peu oubliés aujourd'hui, un peu disparus. Donc, je les ai un peu, certains, pas les deux dont je vous ai parlé, mais redécouverts. Donc, j'en ai redécouvert 8. Donc, je vais pas venir tout de suite en détaillement, mais le recensement a permis d'identifier donc 7 établissements municipaux, plus un privé à Lyon, 2 à Vénissieux, 2 établissements municipaux. Et au niveau des datations, tous ont été conçus dans les années 30, entre 25 et 32. Donc pour les archives, je me suis beaucoup servi des permis de construire et des archives au municipal de Lyon. Donc ce sont des archives réglementaires sur les bâtiments en lien avec les douches et les lavoirs. On verra que cet aspect réglementaire, il est très matériel et l'humain n'apparaît pas dans les archives municipales. Pour trouver l'humain, c'est-à-dire qui vient au bain-douche, depuis quand, etc., c'est sur place qu'on se rend compte. Et donc, le volet ethno, je ne l'ai pas fait beaucoup, mais je l'ai fait, vous verrez, à Vénissieux et sur Gerland, avec des personnes que j'ai rencontrées. Donc, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des bains-douches temporaires qui avaient existé dans le quartier de la Soleil, à Oulin, qui datait de 1967. Et que, en fouillant les archives, je me suis rendu compte que Tony Garnier avait créé, dans son projet de la cité industrielle et de la cité des États-Unis, il avait réalisé un bâtiment également de bain-douche qui n'a pas été réalisé. Et dans tout le décompte, aujourd'hui à Lyon, il reste un seul bain-douche, on verra lequel. Et en 2019, la ville de Villeurbanne a décidé de réouvrir un bain-douche dans un ancien stade. Donc, c'est des douches collectives, on va voir, du stade Georges Livet. Voilà, je vais vous présenter, on va parcourir un peu ce chemin. Donc, voilà, donc, j'ai réalisé une cartographie avec le cartographe de l'inventaire, Gabriel, qui m'a accompagné dans ce repérage. Donc, le classement ne correspond pas à un classement chronologique, mais on va commencer dans l'ordre. Celui de Delessert, qui était prévu dès la construction de la cité ouvrière de la cité Jardin de Gerland. Donc, j'ai pas si la souris, elle va pouvoir... Voilà, il se trouve ici. Il était prévu dans le projet, mais il n'a pas été réalisé. Et il a fallu attendre 1967 pour qu'il soit réalisé. On va voir que c'est le dernier encore ouvert aujourd'hui. Mais là, il y a une explication qui est un peu complexe à comprendre dans ce déroulé de cette cité-jardin. En sachant que dans la cité-jardin, dans les années 70, la plupart des logements n'avaient pas de salle de bain. Donc, on verra que les entretiens que j'ai faits, les personnes, c'est des personnes de la cité-jardin
qui, dans leur enfance, dans les années 70, entre 70 et 74, allaient au bain-douche parce qu'il n'y avait pas de salle de bain dans les logements. Donc, le deuxième, c'est celui de la Société académique. Désolée, on va revenir en arrière, parce que la souris, elle est très sensible. Donc, c'est Cours-Bayard, Bayard-Perrache, c'est le deuxième. Donc, là, il date de 1935 et c'est Robert et Marin qui l'ont fait. Celui de la rue Paul-Bert, dans le 3e arrondissement, alors, c'est un des plus anciens. Là, je l'ai noté à 30, mais j'ai retrouvé des archives qui confirment le plan en 1925. Et c'est un des plus importants de la ville de Lyon qui n'est plus du tout en activité aujourd'hui. On verra que c'est devenu une salle d'escrime, parce que les bâtiments justement de bains-douches proposent des espaces qui sont pour les lieux sportifs intéressants. Le quatrième, c'est la piscine Garibaldi à Lyon, qui est la deuxième piscine construite de la ville, hein. Après l'ancienne piscine qui était vers le parc de la Tête d'Or, qui était devenu après le Palais d'Hiver, qui était la première piscine à Lyon, hein, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été démolie. Donc la piscine Garibaldi, construite en 1933, accueillait des bains-douches. Et on verra qu'il y a plusieurs piscines, dont les bains-douches parisiens, qui accueillent des bains-douches à l'intérieur, et d'autres bâtiments municipaux comme les théâtres. Donc, un bain-douche que j'ai découvert à travers les archives, celui-ci, je n'aurais pas imaginé, c'est celui de Saint-Just, rue des Anges, et aujourd'hui, il est occupé par un commissariat de police. On verra après. Celui de Flessel, c'est le premier, donc le numéro 6 dans le 1er arrondissement. C'est le premier sur lequel j'ai travaillé parce qu'il y avait un immense lavoir qui est toujours en place aujourd'hui, hein, qui est le lavoir qui n'est plus du tout utilisé, mais tous les éléments sont restés en place, ainsi que les douches. On verra que c'est un très beau bâtiment emblématique, hein, des années 30. Et puis le théâtre des jeunes années, donc le théâtre dans le 9e arrondissement, à Vèze, construit entre 30 et 33 par Houlspitz. À l'intérieur, il y a, et je pense qu'il y a encore en place, les bains-douches, qui ne sont plus utilisés, mais les locaux existent. Donc, un petit peu d'histoire, je vais pas en faire trop, mais pour se remettre dans un contexte, donc un passé sans salle de bain qui dure jusqu'à dans les années 70. C'est le sous-titre parce que c'est un peu la réalité. On pense que les bains-douches, c'est une histoire très ancienne. En revanche, non, les bains-douches, c'est des bâtiments qui sont arrivés assez tard, on va dire deuxième quart 20e siècle, et qui ont perduré jusqu'à la fin des années 80 et jusqu'à 2016 pour Flessel, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a des utilisateurs derrière et qui ne sont pas que des SDF, comme on le verra. Donc en France, les bains-douches inspirés du modèle anglais, puis allemand, fait son entrée au milieu du 19e. C'est en effet en Angleterre que sont édifiés les premiers bains-douches et lavoirs populaires dans toutes les cités minières. On verra que c'est souvent en lien avec l'industrie. Pour celui de Paul-Bert, vraiment c'est en lien avec toutes les usines, mais même à Vèze, etc. Donc, en 1854, on voit que c'est un médecin hygiéniste. On verra que le bain-douche, la douche, elle est vraiment considérée au départ de façon très technicienne, hygiéniste, et seront mis en place, par exemple, des durées du bain, etc. Pas que pour économiser l'eau, un peu pour économiser l'eau, mais aussi pour dire une douche froide, à 5 minutes la douche froide, voilà, ça peut faire que du bien au corps. Voilà, des choses comme ça. Et le premier en France à en exposer les avantages en prenant une toilette très courte, économique, par aspersion sous la douche. On verra qu'au départ, il y avait la douche et pas les bains, et qu'après, on a fait les bains-douches. Donc les bains-douches associés à des lavoirs vont se développer très lentement après 1892. Et ce sont à l'origine des initiatives privées et certains qui seront dus à des œuvres sociales. Donc tous ces documents, je vous mets à chaque fin de diapo la bibliographie que j'ai utilisée, je l'ai regroupée après, elle ne sera pas exhaustive, mais il y a quand même une belle bibliographie qui m'a permis d'avoir une belle connaissance de cette histoire des bains-douches. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur Paris. Il y a une sociologue, anthropologue qui vient de sortir un ouvrage fin 2023, une Belge, qui a travaillé sur tous les bains-douches belges. Donc aujourd'hui,
j'ai vraiment complété avec cette approche anthropologue, mais qui est très intéressante aussi parce que j'ai pu comparer que ce qui se passait en Belgique, c'est un peu la même histoire que l'histoire française, sur les bains-douches, bien sûr. Alors, pour aller vite, un rappel législatif, la charte de l'hygiène publique, donc c'est une loi de 1902 qui rassemble des prescriptions en matière d'assainissement et de lutte contre les maladies contagieuses. Après la loi de 1902 et jusqu'en 1940, la ville de Paris prend le relais des constructions privées et fait construire 21 établissements de bains-douches publics dans les quartiers les plus industrialisés de la ville. 17 encore sont aujourd'hui et actifs encore à Paris. Donc je fais un peu cette comparaison pour voir pourquoi là on a quand même pu rester avec des bains-douches ouverts et qu'à Lyon on n'a pas pu garder cette politique de bains-douches ouvertes. Donc les bains-douches n'entrant pas dans... Alors on verra que ça c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, pour les cités ouvrières, c'était aux municipalités de payer les bains-douches et non pas à l'État. Donc c'est un peu le frein qu'on verra pour la cité Jardin par exemple. On trouve également voilà, là vous m'entendez mieux, sinon je parlerai un peu plus fort si ça s'arrête. Donc il s'agit pour ces petits kiosques de modèles standards qui sont en briques émaillées avec des dimensions très petites quand même, avec un sous-sol accessible. Alors ils comprennent 6 cabines de douche déshabilloirs, un débarras, des WC sont accessibles en rez-de-chaussée par un petit couloir et une expérience qui semble-t-il est restée très éphémère à Lyon. Voilà, alors il est ici, le petit kiosque ici, voilà, c'est cela. Alors on est place Guichard, si vous regardez, vous avez aujourd'hui la Bourse du Travail ici, et voilà, vous avez la rue Moncey, il n'y a plus le tramway, il y a une jolie fontaine qui a été remise en eau il n'y a pas très longtemps, donc tant mieux. Donc voilà, les chalets de bain qui n'ont pas duré longtemps, mais bon, ça a été une expérience privée, mais les chalets étaient achetés quand même par la ville de Lyon. Donc, selon Stéphane Friou, qui est un spécialiste de l'histoire de l'hygiène en France, de nombreux exemples attestent à Lyon. Lyon a été un pôle de l'hygiéniste en France au cours de la première moitié du XXe siècle. Et pour Lyon, vraiment, je le dis, mais je ne suis pas la seule à le dire, la prise de conscience sur la nécessité d'avoir des bains-douches dans la ville, elle s'effectue certainement lors du conseil municipal du 24 décembre 1923, où l'adjoint au maire de Lyon, Antoine Charial, fondateur de la coopérative de construction de l'avenir, qui est un élu socialiste, adjoint au maire de 1919 à 1935, et il alerte sur la situation sanitaire des quartiers ouvriers de la ville et la nécessité de créer de bains-douches. Et c'est vraiment après ce conseil municipal que ça va s'enclencher. Alors, je vous ai remis la bibliographie. Alors, souvent cantonnée au XIXe siècle, l'histoire des bains-douches se décline pourtant, on va le voir, au XXe. Les lieux oubliés et méconnus à l'heure de la douche quotidienne,
Ils sont un observatoire inédit de l'histoire du corps, de l'histoire de l'intime, de l'hygiène populaire et des inégalités sociales et genrées qui les ont traversées. Donc là, je commence par les projets qui n'ont pas été réalisés. Donc ça, c'est un plan que j'ai trouvé aux archives, bien sûr, aux archives municipales, de Tony Garnier, fait en 1925, et qui était associé à la cité du boulevard des États-Unis et qui n'a pas été réalisé. Mais c'est un beau plan qui correspond bien au plan des bains-douches. Donc on va commencer par le premier que j'ai étudié, c'est-à-dire le bain-douche lavoir Flessel. Donc c'est un bâtiment très élégant, lavoir municipal du 1er arrondissement. Il est sur l'impasse Flessel et la rue Ornano qui est en partie en escalier. Il est construit en 1934, une belle architecture moderne par Marin et Robert. Marin, Robert et Chola, ils sont 3. Hein. Il a la caractéristique d'être en limite du secteur UNESCO. J'insiste là-dessus parce qu'il a été détouré pour le sortir de la VAP et qu'à chaque remaniement de la VAP, on n'arrive pas à faire mettre de l'architecture 20e dans cette AVAP des pentes. Et c'est vraiment dommage. Donc, la fermeture du lavoir municipal, il date des années 80. Il y avait des fissures en fond de bassin. Et il est occupé actuellement par une association qui faisait plutôt du théâtre. Et la fermeture des bains-douches, elle date de 2016. Donc, comme je vous parle de la VAP, et ben voilà, je vous ai mis le périmètre de la VAP. Et comme on le voit ici, vous voyez, le périmètre, il enlève une petite poche urbaine des années 30 qui est là. Il n'y a pas que le lavoir, il y a des écoles, il y a l'école Tony Garnier. Bon, vous me direz, on est quand même dans le périmètre de protection de l'ancienne école municipale. Donc, tant mieux, ça permet toujours de mettre des alertes en cas de modification du bâtiment. Mais voilà, c'est dommage, ça aurait pu faire partie de la VAP. Voilà, j'aime bien le dire. C'est une zone de protection... voilà, tout ce qui est dans cette zone-là passe devant l'étude des architectes des bâtiments de France à chaque fois qu'il y a soit un permis de construire, soit un permis de démolir, soit une modification. Ça veut dire que c'est un secteur qui est surveillé par les instances de la DRAC. Voilà. Mais il n'y a pas de... Voilà, donc ce bâtiment, donc des dimensions matérielles... bâtiment en béton armé qui forme un V sur les 2 rues, 2 ailes qui sont accrochées à une tour, on le verra après, de distribution qui va distribuer les 3 niveaux. Et cette tour, elle est assez particulière parce que quand vous êtes en hauteur, vous voyez la cheminée. Plus vous vous rapprochez du bâtiment, une cheminée de 35 mètres en briques, elle disparaît. On va le voir avec la photographie. Là, c'est un plan pour vous montrer la situation au sol, dans le plan masse. Et là, c'est la petite poche urbaine des années 30. Voilà, je vous mets une ambiance avec des profils de rue, ce qui est en face et autour du lavoir. Ça, c'est le lycée d'Hydro. Ça, c'est l'école maternelle. Et au fond, vous avez la salle Garcin. Voilà, donc là, c'est le plan du bâtiment. Il n'a pas été tout à fait réalisé, surtout sur la tour. On voit qu'ici, on est avec un décor, avec une allégorie peut-être marine, hein, une allégorie peut-être de Poséidon, peut-être des étudiants m'avaient dit, c'est peut-être la représentation du Rhône, des Coustous qui étaient en bas du cheval de Bellecour. C'est possible, hein, il y a un peu des cheveux mouillés. Et on verra que cette représentation, on la retrouve aussi sur les bains-douches du 3e arrondissement, mais en bas-relief. Donc voilà, je vous montre le bâtiment. Donc la tour, elle n'a pas tout à fait été traitée de la même façon. Là, il y a un décor qui a été supprimé. Les baies aussi ont été modifiées. Mais on retrouve quand même la volumétrie et le traitement du bâtiment, qui a une partie qui est dans la pente, on ne se rend pas compte ici, mais là vous avez la rue Ornano avec des escaliers très en pente et le bâtiment s'appuie est conçu et s'appuie sur la pente.
voilà la façade sur la rue Ornano et le long de l'escalier. Là, la cheminée apparaît, elle est toujours en place aujourd'hui. Hein. Là, c'est une vue du bas de l'escalier. Donc, la cheminée de 35 mètres. Alors ça, c'est quand on travaille dans les archives, on voit que c'est les établissements POFIT, mais c'était des spécialistes de la construction de cheminées industrielles. C'est toujours quasiment eux que je retrouve dans toutes les usines, mais c'était intéressant de les voir aussi sur du bain-douche. Voilà, dès qu'on s'élève un peu, vous voyez, la cheminée apparaît. Alors, la conception de l'espace. Donc, on a 18 douches et 6 bains côté femmes, 24 douches et 6 bains côté hommes. La tour d'angle, la photo a été mal placée, mais voilà, c'était pour vous montrer quand vous êtes en bas, la cheminée disparaît complètement derrière cette tour d'angle. Donc là, l'entrée des bains-douches, très élégante, avec ses céramiques. L'escalier, donc, de distribution. Au premier étage, on a les bains-douches et au dernier étage, on a l'appartement du gardien, au rez-de-chaussée, le lavoir. Donc là, on monte au premier pour vous montrer un visuel. Donc ça, c'est des photos que j'ai fait fin 2016. Donc le plan des bains-douches est très fonctionnel. Il juxtapose de part et d'autre d'un large couloir central des alignements de 24 cabines avec deux WC précédés de vestiaires et 6 baignoires d'origine qui n'existaient plus. Moi, quand j'ai fait l'étude, il n'y avait déjà plus de baignoires depuis assez longtemps. Hein. Ça, c'est une vue que j'ai retrouvée, une photo des années 70-80. Il y avait encore des jets de nettoyage qui n'avaient plus quand j'ai fait l'étude. Les couleurs également avaient été légèrement modifiées. Donc, une cabine de douche. Donc, s'intéresser au bain public. Alors ça, je l'ai pris dans un ouvrage de décembre 2023. S'intéresser au bain public, c'est mettre en lumière la construction de pratiques et rendre compte à quel point l'histoire de nos pratiques ordinaires de soins du corps, se laver, est assez récente. S'intéresser au bain public, c'est grâce à une attention fine à la matérialité et aux aspects sensibles du lieu, rendre compte des inégalités sociales et genrées que traverse l'espace public urbain et surtout les espaces de bain. Donc dans tous ces espaces de bain, on voit que tout est soigné, tous les carrelages, etc. Tout est en arrondi pour ne pas blesser les gens, etc. Avec des petits miroirs dans chaque cabine. Là, j'avais relevé l'espace qui restait, c'était un des espaces de salle de bain, j'en ai très peu trouvé, donc il n'y avait plus les baignoires en place, mais il y avait le grand espace qui accueillait les baignoires. Donc là, c'est l'entrée qui est juste à côté de l'entrée qui était séparée de celle des bains-douches, c'est l'entrée du lavoir. Donc, le lavoir, quand la première fois où je suis rentrée, vraiment, je me suis dit, mais c'est un lieu magnifique. Alors, bon, bien sûr, hein, mais voilà, c'est la photo que j'ai fait, qu'on a fait avec le photographe en 2005. Donc, le lavoir, il est composé là de 2 parties. Ce qu'on appelle le dégraissoir, c'est là où vous avez les planches à laver qui sont en pierre. Donc, la pierre, à force d'avoir été frottée, est très, très belle. C'est presque, on va dire, c'est un granit marbre presque, alors que... Voilà, c'est très surprenant d'avoir cette qualité de matériaux sur place. Donc, il fait 9 mètres. Alors, on verra qu'il y avait 2 lavoirs, mais je pense qu'il y en a un qui n'a pas été réalisé. Mais là, c'est le lavoir qui était ouvert jusqu'à la fin des années 80. Donc, 20 planches à laver. Ces planches étaient accompagnées de tabourets qui avaient un numéro. Et chaque numéro correspondait à des essoreuses et des bouilloires que vous voyez le long de chaque côté. Et vous aviez le rinçoir qui était le premier petit bassin, c'est là où était rincé donc, le linge, etc., de 3,50 m. Donc je ne vais pas revenir, mais il y avait juste à côté une salle pour le séchoir et une salle pour l'essoreuse, 2 WC qui entouraient l'espace lavoir, et puis la vingtaine de lessiveuses que vous avez vues qui correspondaient à une numérotation de la planche et du tabouret. Là, c'est sur le plan, donc il y avait 2 lavoirs, le lavoir qui a été occupé jusqu'à dans les années 80, et aussi le grand lavoir. Alors, de mémoire...
quand j'ai interviewé, par exemple, le gardien qui habitait, il ne se rappelait pas l'avoir vu, lui. Donc, bon, je ne pense pas qu'il ait peut-être été construit. Je ne peux pas parce que le garantir. Actuellement, dans cet espace, il y avait une salle de tir consacrée au tir. Donc, c'était un lavoir de 25 mètres avec 46 plages. 46 planches, donc ça fait pas le double, mais c'était vraiment un lavoir très important. Alors, je ne sais pas s'il a été réalisé ou pas, et je n'ai pas eu de mémoire orale sur ce sujet. Donc voilà, c'est pour vous montrer cet espace qui est toujours comme ça aujourd'hui. Donc il est réaménagé, bien sûr, un peu quand il y a des spectacles, par exemple pour les théâtres. Les deux grands bassins avaient été fermés par une scène. Donc les spectacles se passent sur les lavoirs. Donc là, c'est une photo des années 70-80 que j'ai retrouvée aux archives. Donc on le voit en eau, on voit le rinçoir en eau. On voit les tabourets positionnés avec les lessiveuses, puis les petits objets qui restent. Là, c'est plutôt un focus sur ces lessiveuses avec ces tabourets à numéros. Donc, c'est un bâtiment très bien intégré à la topographie des pentes de la Croix-Rousse. Je ne vais pas revenir, là, je vous l'ai dit, je passe, mais bon, c'est toujours un peu dommage. Au moment de la fermeture, en 2016, la municipalité trouvait que ça coûtait cher de laisser un bâtiment ouvert de cette dimension et qui était pas assez fréquenté, et ils ont comparé avec le deuxième qui était ouvert avec Delessert, et ils ont préféré tout rassembler. Souvent, vous avez les prix à la douche qui sont donnés dans les conseils municipaux et dans les documents administratifs. Dès que ça dépasse 15 €, c'est plus viable au prix. Bon, voilà, c'était ce qui était annoncé. Alors, maintenant, on passe au lavoir du 2e arrondissement de la cité Perrache, qui a été construit en 1935 par Robert Aymarin, architecte. Donc voilà, sur le confluent, on n'est pas très loin. Il y a une visite prévue juste après par Monsieur Paget, mais non, je ne pense pas qu'il nous y emmène. Non, c'est une blague, hein, c'est pas vrai. Donc, c'est une blague. Longueur de bâtiment 22 mètres. C'est quand même un bâtiment très élégant. On retrouve toujours cette tour centrale de distribution de l'escalier avec les 2 ailes de chaque côté. On verra que c'est souvent ce modèle-là qu'on trouve avec les baies très, très significatifs de ces bâtiments. Donc on ne va pas revenir sur ceci. Donc le rez-de-chaussée est occupé par les 2 compartiments du lavoir, tandis que l'étage était affecté aux bains et aux douches et aux bains, donc 50 cabines de bains et autant de douches. Alors, je pense que j'ai dû faire une erreur. Je ne pense pas qu'il y avait 50 baignoires. Je pense que c'est plutôt 20. C'est moi qui ai... ça peut pas être possible, je ne pense pas, vu les plans. Alors, ce qui est caractéristique dans ce bâtiment, c'est que la chaufferie, avec sa grande cheminée, occupe l'arrière du bâtiment et qu'aujourd'hui, cette chaufferie a été transformée en petit gymnase. Donc, sur cette tour centrale, on a un bas-relief qui représente le symbole de la ville de Lyon. Hein. Souvent, il y a des symboles qui apparaissent. Donc, dans le projet de la cité ouvrière, donc, cette cité HBR était intitulée Cité standard, selon le principe de construction économique, bien sûr, qui offrait aux habitations le bien-être. Donc, il n'y avait pas de salle de bain à l'intérieur des logements, mais les bains-douches étaient vraiment incorporés au projet. Voilà, donc c'est des bâtiments, il y a 8 bâtiments. Si je compte, il y a 7 bâtiments de logement et le bâtiment des bains-douches. Ce qui caractérise un peu la cité, c'est ces arrondis, qui fait que ça fait une grande qualité architecturale. C'est un très bel ensemble aujourd'hui qui a été réhabilité, isolé par l'extérieur. Ça a été plutôt bien réalisé. Et quand vous irez visiter la Société académique d'architecture, au moment de la rénovation du bâtiment, ils ont bien laissé les noms des architectes. Voilà l'entrée des bains-douches.
les plans, et c'est pour ça que j'ai dû les bains, c'est 20 bains et non pas 50 comme les douches. Donc voilà, je l'ai un peu décrit, mais je ne vais peut-être pas revenir sur la description. Là, c'est une photo de juste avant les travaux, pour vous montrer que ça ressemble beaucoup à Flessel, par exemple, sur la distribution, toujours avec un joli qualitatif. Donc là, j'ai un peu détaillé, j'ai donné un peu en 55 les journées qui étaient passées au lavoir pour voir que vraiment les gens allaient laver les linges, etc., que c'était vraiment utilisé. Jusqu'à la fin des années 80, le lavoir était vraiment utilisé également. Et puis les bains-douches à l'étage. Donc aujourd'hui, le projet de la reconversion de ce bâtiment a gardé quand même des éléments, vous voyez, les éléments de carreaux, de faïencerie, qui sont assez élégants et qu'on retrouve aujourd'hui dans les locaux. L'escalier, encore des éléments de bain-douche qui restent aujourd'hui dans les bureaux de la société académique. Et la chaufferie, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est reconvertie aujourd'hui en gymnase. Voilà, la cheminée a été conservée, même si elle ne sert plus aujourd'hui. Et on voit aussi un motif de lion sur cette cheminée. Donc la réalisation des bains-douches de Gerland date de 1967, donc c'est très tard. La réalisation de ces bains-douches qui étaient prévus dès 1930, ils arrivent très très tard. Et ils sont beaucoup plus petits que les autres. Mais comme ils sont plus récents, c'est peut-être le fait que ça a été conservé, c'est parce que c'est des bâtiments plus récents, peut-être plus faciles à réaménager. Donc, pour vous remettre où c'est, de Le Cerf à Gerland. Donc, on est vraiment au sud de Gerland. Donc, le projet de la cité Jardin, avec dans son plan au cœur de la cité Jardin, autour des immeubles, le projet des bains-douches et du lavoir, qui n'a pas été réalisé. Donc là, les plans que je vous montre, c'était les plans de ces bains-douches prévus dès l'origine dans le projet, mais qui n'a pas pu se mettre en place. Donc je vais un peu plus vite. Voilà. Donc j'ai retrouvé dans les archives que c'était trop cher pour le maire Édouard Herriot à l'époque, en disant non. Comme c'est aux mairies d'engager le financement des bains-douches, voilà, le parti pris a été de dire on ne va pas le faire tout de suite, on va le faire, mais pas tout de suite. Donc, ça a été un petit peu long à attendre. Ça, c'est toujours le projet. Donc, en 1930, pourtant, les architectes ne lâchent pas le morceau. Ils essayent de revenir en disant ils donnent des exemples de bâtiments qu'ils ont faits. Alors, c'est juste après. Ils donnent l'exemple de celui de Montplaisir. Celui de la rue Paul-Bert qui avait coûté à l'époque 1 million de francs, celui de Vénissieux, 600 000 francs. Vraiment, ils essayent de défendre le projet en disant que ça va être bancal si la cité Jardin de Gerland n'a pas les bains-douches. Visiblement, ça leur tenait à cœur. Et j'ai trouvé beaucoup d'archives où ils n'ont vraiment pas lâché le morceau, mais ça n'a pas fonctionné au niveau du budget. Alors, là, c'était en recherchant les plans, vraiment. Aujourd'hui, voilà, il est installé ici, le bain-douche. Mais au départ, on s'était dit, mais on pensait vraiment qu'il était peut-être construit dans les années 50. Et non, voilà, l'inauguration, c'est 67, je crois. Donc, il est inauguré en 67. Voilà, j'ai donné des informations parce que je m'intéresse aussi aux entreprises qui participent à la construction de ces bâtiments.
tout ce qui est chauffage, eau chaude, à partir de quand on a de l'eau chaude, est-ce que c'était plus cher si on avait de l'eau chaude, etc. Un peu comme dans les refuges de montagne, vous savez, vous mettez des jetons. Mais par exemple, quand j'ai été au bain-douche Flessel, c'était 2 € la douche. Et après, vous aviez la gratuité si vous étiez SDF ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ici, sur les bains-douches de Gerland, la gratuité, c'est pour tout le monde. Donc voilà, c'est pour vous montrer, on va aller voir à l'intérieur. Donc au rez-de-chaussée, un accueil du public, 24 cabines de douche et des cabines de bain, donc je pense qu'il y en a 10, et des toilettes pour hommes et femmes. Sur l'arrière, donc au sous-sol, un grand local servait à l'origine pour un lavoir qui était en sous-sol. Il a servi aussi le sous-sol de salle de sport et aujourd'hui, il est vide. Voilà, on rentre dans l'accueil, les cabines, les espaces. Ça, c'est le sous-sol, l'ancien espace dédié au lavoir. Là, c'est les serviettes et les savons qui sont fournis. Quand vous arriviez vous aviez toujours une serviette et un savon. Donc, quand j'ai fait l'enquête, j'ai rencontré des personnes. Donc, cette dame qui habite à la cité, qui habite toujours aujourd'hui à la cité de Gerland, mais qui habitait enfant avec ses parents. Elle a changé d'immeuble, mais quand elle était enfant, elle habitait rue de l'Effort. Et elle m'expliquait qu'elle allait au bain-douche avec ses sœurs tous les dimanches, parce que dans l'appartement, il n'y avait que des toilettes WC, mais pas de douche. Voilà. On verra que certaines écoles, par exemple à Vénissieux, mais je pense qu'à Lyon, ça a dû être le cas, mais je n'ai rien trouvé dans les archives sur les écoles. Les enfants des écoles allaient au bain-douche à Vénissieux jusqu'à dans les années 55. Alors, aujourd'hui, voilà, c'est les horaires d'ouverture de 7h30 à 18h. Sans interruption, sauf le premier mardi de chaque mois. Il y a des fermetures de bains-douches qui sont réalisées les week-ends, des jours fériés et une semaine en fin d'année, utilisé majoritairement, mais je mets bien pas seulement par des personnes en situation précaire. Les bains-douches permettent un accès à l'hygiène gratuit et à tous. Il y a 300 entrées par jour aujourd'hui dans celui de Gerland. Mais c'est également un endroit de rencontre, d'accueil et très important pour le lien social, et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc voilà, je mets dans les documents ce que ça coûte à la ville. Ça coûte 8 € à la ville, la douche. Là, c'est les personnes du CAS, donc c'est ceux qui font tourner les bains-douches, qui accueillent les gens, qui nettoient et qui sont tout le temps là. Donc on passe maintenant dans le 3e arrondissement, qui était un quartier, la rue Paul-Bert, extrêmement très industriel. Donc là, on a un bâtiment très élégant aussi, avec, je vous en parlais tout à l'heure, toujours un décor, ce bas-relief qui représente aussi un peu une allégorie marine aussi, de l'eau, etc. Un peu comme on a vu tout à l'heure sur le plan. Voilà, pour le 3e arrondissement. Alors, c'est un bâtiment d'environ 700 mètres carrés. Il est conçu en 25. Ça, c'est pour ça que je vous dis c'est le plus ancien. On retrouve toujours à peu près les mêmes architectes. Robert Cholat, c'est vraiment leur période où surtout le logement social à Lyon, Robert Cholat, Marin, c'est toujours eux que je rencontre pratiquement. Alors, ils étaient très habitués à ce type de construction. Les matériaux utilisés sont le béton de gravier et le mâche-fer pour le gros œuvre. Toiture terrasse avec des lanternons verra en aération. Le lavoir occupait comme d'habitude le rez-de-chaussée avec un bassin vraiment de grande taille, c'est-à-dire 70 places, chacune munie d'un bac et des planches à laver, un peu sur le même modèle. Je n'ai pas toujours trouvé les documents sur les lavoirs,
Mais voilà, après on a des descriptifs quand même sans les plans, mais on a quand même les descriptifs. Tous ces descriptifs, je les ai dans les bâtiments, dans les archives techniques de la ville quand ils géraient les bâtiments des bains municipaux, surtout dans les années 70, au moment où ils ont décidé qu'il fallait en fermer. Et ils ont commencé par cibler celui-ci en disant ça va nous coûter trop cher de le refaire et on va commencer par fermer celui du quartier de la Villette. Voilà, donc je retrouve tous ces descriptifs très précis. Après, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais on a aussi des diagnostics très précis sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui est à refaire, le prix que ça va coûter, etc. Donc voilà, ça c'est le plan avec les bains-douches et les baignoires. Donc 25 et 5 baignoires et 18 et 7 baignoires côté femmes. Donc là, c'est pareil pour... je remettais des... Chola, quand il veut défendre des projets, il donne les exemples de où il a construit avant, etc. Donc une façade élégante, mais quand on passe devant, on ne voit pas la grande aile sur l'arrière où il y avait les bains-douches et les lavoirs. Donc à 3 niveaux avec un décor céramique sur le haut. Voilà, rez-de-chaussée, je vous l'ai dit, je vais avancer un peu. Ça, c'est rue Paulbert. On n'est pas très loin des nouvelles archives départementales du Rhône. Quand vous vous approchez, on les voit presque des archives. Donc, le décor céramique de couleur bleue au dernier niveau, plus des bandes verticales qui rappellent un peu des jets d'eau, de l'eau aussi, l'allégorie marine, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est moi qui dis, c'est des exemples. Hein. Après, c'est des étudiants, ils m'avaient dit, bon, c'est peut-être un peu ça, donc oui, mais voilà. Et au rez-de-chaussée se trouvait ce grand lavoir et les séchoirs, toujours le même principe. Hein. Là, c'est aussi un plan où on voit l'aile. Après, avec les photos, donc, on peut voir les ailes sur l'arrière. On a encore l'embase de la cheminée qui est en place. Donc, c'était une cheminée de 25 mètres de haut, donc assez haute. Hein. Mais si vous comparez à celle de Flessel, 35 mètres, vous avez 10 mètres de moins. Cette cheminée, elle s'est effondrée en 89. Donc, il n'y avait déjà plus le lavoir, hein, mais il y avait encore la cheminée. Et elle a été remplacée par une cheminée en zinc beaucoup plus modeste qu'on voit encore là. Donc voilà, aujourd'hui, la Société d'escrime de Lyon est installée dans les locaux des anciens bains-douches. Et donc, c'est 8 pistes. Et c'est bien pratique pour eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc là, on passe à Saint-Just. Donc, on est rue des Anges, vers la place Trillon, pour ceux qui connaissent un peu. Donc voilà, ce bâtiment, je suis passée assez souvent devant. Et pour tout vous dire, je n'avais pas tout à fait remarqué que c'était des bains-douches. Mais une fois que j'ai vu qu'il y avait des bains-douches à Saint-Just, rue des Anges, je me suis dit ça peut être que ce bâtiment. En effet, on retrouve quand même un corps central, les ailes latérales et une cheminée sur l'arrière. Donc ce bâtiment, il a été ouvert en 1938. En 1977, c'est toujours le fameux rapport dont je me suis servi pour savoir comment ils allaient choisir la fermeture des bains-douches. Celui-ci, il était aussi sur la liste avec Villette, avec celui de la rue Paulbert. Donc, tout en mentionnant quand même un bon état général du bâtiment, il pointait de graves dysfonctionnements. La cheminée de la chaufferie, par exemple, devait être remise en état et ça aurait coûté beaucoup trop cher. Les installations sanitaires étaient très vétustes. L'installation du chauffage n'était plus aux normes et la chaudière était en mauvais état, ainsi qu'une faible fréquentation. Et voilà, c'était un peu comme ça les critères. J'ai voulu en mettre quelques-uns je ne les ai pas tous mis, mais c'était les critères principaux que je voyais un peu dans comment ils ont décidé la fermeture au moins de 5. À la même date, il ne restait plus que 9 douches et 3 bains en activité dans ce bâtiment, tandis qu'une partie du rez-de-chaussée avait été investie par déjà les locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture. La Maison des Jeunes, elle n'est pas très loin, elle est dans une rue qui est juste en contrebas. Donc l'établissement bain-douche a fermé dans les années 80.
Et il a changé de fonction aujourd'hui, c'est un commissariat de police. Donc voilà, c'est une vue. J'ai trouvé les plans. Alors les plans, je les ai trouvés, c'est quand le commissariat s'est installé. Comme ils ont refait, ils ont fermé des baies en haut, les baies qui éclairaient les couloirs de bain-douche. Donc voilà, la cheminée en béton, elle est restée comme elle était dans les plans d'avant. Donc voilà, je vous parlais des bains-douches dans des théâtres ou des piscines. Là, on est donc sur le théâtre des jeunes années, théâtre de Vèze, donc qui a été construit. Alors j'ai mis les deux dates parce que sur le plan c'est 1930, mais l'inauguration c'est 33, donc par Michel Rouspitz. Donc le bâtiment du TNG, au départ, quand il a ouvert, il faisait office d'école, de sécurité sociale, de bain-douche et de mairie, avant d'être aménagé en théâtre en 79, où il devient totalement un théâtre. Donc ça, c'est le plan. Sur le rez-de-chaussée, on voit qu'il y a les bains-douches femmes, mais je vais... les bains-douches hommes, c'est au premier étage, 31 cabines. Et les bains-douches femmes sont en rez-de-chaussée, 31 cabines aussi. Et là, je n'ai pas trouvé de baignoire sur les plans. Mais autre bâtiment utilisé, donc la piscine Garibaldi, donc Chalumeau et Pasquier-Sarrazin, en 1933. Donc on voit que c'est un bâtiment assez monumental, hein, belle architecture. Donc il y a encore ces deux toits voûtés qui ont disparu certainement au moment de la réhabilitation de la piscine dans les années 70. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient enlevé, c'est un point de vue, hein. Mais bon, c'est quand même un bâtiment d'architecture moderne qui est assez élégant, qui est massif quand même. Là, j'ai retrouvé une photo de la rue Garibaldi dans les années 30, avec les voitures. Vous avez une cité ouvrière en face, hein. Voilà, oui. Il y a la cité ouvrière en face, donc ce n'est pas un hasard qu'on ait mis également des bains-douches à la piscine. Mais il y a le modèle parisien qui peut-être a servi aussi en disant on va développer aussi les bains-douches, puisqu'on fait une piscine, on va y ajouter, puisqu'on doit faire, il y a systématiquement des douches dans les piscines, autant faire également des bains-douches. Alors, voilà, ça je vous l'ai dit. Alors, elle est accompagnée, tout comme... Alors, la piscine des gratte-ciel, qui est à peu près à la même période, elle devait aussi contenir des bains-douches qui n'ont pas été réalisés. On ne sait pas pourquoi, mais ils n'ont pas été réalisés. Mais j'ai retrouvé dans les archives que c'était prévu également dans leur programme. Voilà, avec tous les programmes de bains-douches qui sont prévus à cette période. Donc là, c'est la construction de la piscine avec les personnes en eau qui nagent. Voilà une partie des bains-douches, les cabines, les bains. Alors là, on voit bien la baignoire dans le même type de cabine, avec la petite partie où on se déshabille, parce qu'il n'y a pas toujours des vestiaires. On peut aussi avoir les vestiaires à l'intérieur pour ceux qui ne venaient pas à la piscine, mais juste au bain-douche. Donc là, on a vu tous ceux qui relevaient de la municipalité de Lyon, donc public. Et ici, j'ai trouvé, alors moi, j'habite pas très loin, et en passant devant l'Arche de Noé tout le temps, je me suis dit, mais on dirait un bain-douche, mais comme ça, hein. Et en effet, j'ai trouvé que c'était des grandes douches modernes qui ont été construites en 1932. Aujourd'hui, c'est un local associatif, et c'est Chaumel et Verrier, architectes. Donc, ce bâtiment, il est construit par Monsieur Mermand, qui est un propriétaire privé. Donc, je me suis intéressée aux ouvertures. Donc, c'était quand même ouvert très tôt, hein, de 6h à 20h. Et le dimanche, il y avait 25 cabines douches. Comment ? C'est juste à côté de l'église Saint-André. C'est rue de Marseille. Juste à côté, c'est la rue Félician, qui est une toute petite rue, parce qu'après, on a tout de suite la rue Béchevelin. Donc, c'est tout petit. Mais voilà, si vous allez à l'église Saint-André, c'est vraiment sur votre gauche, là, vous tombez sur ce bâtiment. Donc, j'ai retrouvé les plans
qui avait une très belle enseigne. On retrouve bien le bâtiment aujourd'hui, il n'a pas été tellement modifié. Et voilà, les distributions à la fois de baignoires sur la gauche et des douches, des cabines douches. Donc après, on sort de Lyon, je vais aller un petit peu plus vite, mais il est occupé par l'armée du Salut aujourd'hui. Donc, dès qu'on sort de Lyon, j'ai retrouvé des bains-douches à Vénissieux, à Oulin, quartier de la Soleil, et puis à Villeurbanne, parce que c'est le dernier qui a été ouvert et c'est récent. Donc, on va commencer par les bains-douches de Vénissieux, qui ont été construits dans les années 30. Donc, ils sont juste en face de la Maison du Peuple. Même période de construction. Donc, bains-douches et lavoirs municipaux de Vénissieux ont été construits par l'architecte Cholat. Dans les archives, il en parle souvent, c'est un peu un modèle. Il dit, moi, j'ai construit ceux de Vénissieux pour 600 000 francs, voilà, etc. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai dit, il faut que j'aille trouver celui de Vénissieux où il est. Et je l'ai trouvé assez facilement. Donc, bâtiment voilà, assez simple, comme vous l'avez vu. Il accueille les bains-douches et toujours le même modèle, avec les lavoirs. Alors, aujourd'hui, c'est occupé par une salle de sport. C'est des judokas qui sont dans ce bâtiment. Il a fermé dans les années 70. Voilà. Donc là, avant de travailler sur Vénissieux, je n'ai pas travaillé que sur les bains-douches. J'ai travaillé sur toutes les emprises industrielles. Donc, j'avais rencontré deux anciens salariés de l'usine Maréchal, et en discutant avec eux, comme ils savaient que je recherchais les bains-douches, ça les avait fait bien sourire, parce que voilà, dans les années 55-60, peu de familles possédaient de salles de bain dans leur logement. On se lavait dans l'évier de la cuisine. À l'école primaire, il était obligatoire d'aller une fois par semaine au bain-douche. Donc eux, voilà, c'est eux qui m'ont dit qu'avec l'école, les garçons, je ne me souviens plus, il va peut-être nous le dire, chaque classe avait un horaire précis pour s'y rendre, toutes les semaines, été comme hiver. Ma classe à moi, nous y allions le mercredi après-midi, donc ça c'est Liliane qui parle. Elle y allait le mercredi après-midi à 16h, dans la maison de sa grand-mère, donc qui était 18 rue Paul Bert à Vénissieux, Il n'y avait même pas d'eau courante. Les habitants utilisaient une pompe située dans la cour et actionnée avec une clé à l'angle de la rue Paul-Bert et de la rue Victor Hugo. Il y avait une fontaine Bayard, donc les fontaines publiques, là, qui sortait du mur et dont on actionnait la pompe avec la clé. Et ça, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé aussi de l'eau courante dans les logements. Alors ça, c'est plutôt Vénissieux, mais vous voyez, c'est pas que la salle de bain qui manquait, c'était l'eau aussi. Donc ça va jusqu'à dans les années 50, voilà, c'est un peu tard. Donc, l'arrière de ces bains-douches à Vénissieux. Et à Vénissieux, en travaillant sur la cité ouvrière, sur la cité SNCF d'André Lebon, construite en 1936. Quand on a travaillé sur cette cité, j'étais avec une stagiaire de Master 2 en Histoire de l'art avec Nathalie Mathian. On s'est dit, tiens, ça c'est bizarre, ça. Il y a quelque chose qui se passe là. Des baies jumelées, comme ça, on s'est dit, peut-être il y avait soit un économat, soit une infirmerie, soit... Et puis, en regardant les archives, on a vu que c'était associé au programme de la cité ouvrière, de la cité PLM, était associé la mise en place d'un bain-douche, donc le bâtiment qui abrite les bains-douches. Il se distingue donc par un corps central surélevé. On voit qu'il est distinct des bâtiments de logement. Une toiture en demi-croupe, ces baies jumellées qui sont très élégantes, qui nous avaient fait quand même nous poser des questions sur ce bâtiment qui était un peu en décalage avec les autres. Voilà, donc ça aussi c'était inattendu, mais voilà. Donc la Soleil, donc ça c'est par hasard que j'ai trouvé en 2003 dans un document qui s'appelait La vie à Oulin, mais je n'avais pas repéré où c'était, mais quand je vais vous montrer le bâtiment, vous voyez de l'autoroute pas très loin, là, vous avez les usines de la SNCF juste à côté, et c'est une ancienne école primaire qui a été transformée en bain-douche assez longtemps, quoi, de manière provisoire. Donc, il nous reste le dernier, Villeurbanne. Donc, en janvier 2009,
2019, avec la fermeture des bains-douches Flessel, et devant une réelle carence en matière de bains-douches à l'échelle de l'agglomération lyonnaise, la ville de Villeurbanne ouvre un dispositif de bains-douches destiné en priorité aux familles en grande précarité, encadré par le CAS. On a vu que c'est ceux qui géraient les bains-douches de Gerland. Donc ces bains-douches sont appelés le phare. Ils sont ouverts dans les vestiaires des douches sportives du stade Georges Livet, qui est fermé depuis fin 2018. Donc vous voyez, suite à la fermeture, il y a quand même... donc c'est géré par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Le lieu est ouvert du mardi au samedi. Les horaires, 6h30, 17h30. Il comporte 4 douches collectives, je vous les montre après, une douche individuelle, une buanderie, munie de 3 machines à laver et de 3 sèche-linges. Donc voilà, on est sur le stade, donc c'est assez petit, Les douches. Et voilà, là c'était pour vous montrer la piscine des gratte-ciel dans le bâtiment. La piscine est là, et il y avait peut-être des gratte-ciel, des bains-douches qui étaient prévus de l'autre côté, mais voilà, qui n'ont pas été réalisés. Prendre un bain ou une douche n'aura pas, ainsi dire, jamais été la même expérience en fonction des établissements dans lesquels on se trouve, de leur disposition spatiale, de la température de l'eau, de la durée accordée, de la saison, des usages et des usagers. Donc là, je vous ai mis une bibliographie qui n'est pas du tout exhaustive. Là, il y a une grande enquête qui avait été faite par Thermapolis. Donc c'est une enquête qui s'est faite surtout au niveau de Paris, mais qui a été après un peu européenne avec la ville de Milan et la Belgique, et qui se termine en 2024. Voilà, donc j'avais rencontré Sophie Richel qui était venue me voir. Toutes mes données sont en ligne, donc c'est un très beau travail qui a été fait au niveau plutôt européen sur ces bains-douches, leur origine, qu'est-ce qu'ils deviennent, où est-ce qu'il y en reste, pourquoi il y a des villes comme à Paris où la municipalité fait en sorte vraiment que ça dure, que ça perdure. Alors, ils ne sont pas tous payants. Là, on n'a pas parlé des tarifs, mais pour Flessel, c'était 2 €. Mais après, j'avais trouvé que c'était, par exemple, la Vèze, 50 centimes, 2 francs. À une époque, en francs, 1 franc, ça dépassait. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. On finit sur un petit dessin